À midi, je mangeais, vous savez, il y a le petit restaurant sous la Madeleine à Paris. Voilà. Je pensais pas être sur scène ce soir. Il faut parler plus fort parce que c'est un théâtre. Oui, donc je vais parler plus fort. Et je ne vais pas lire mon texte. Alors, pourquoi avais-je amené un ordinateur? Parce que je m'étais dit que j'allais parler de la fachosphère, c'est-à-dire ce qui se passe sur les réseaux. Je ne vais pas commencer par ça, je vais parler d'où je viens, tout simplement. Et c'est bien d'être là. Parce qu'en fait, en 1995, je travaillais pour le Théâtre national de la danse et de l'image de Château-Vallon. J'ai travaillé pendant 8-9 ans, jusqu'à ce que Château-Vallon ferme en 98. Donc en 1995, le Théâtre national de la danse et de l'image de Château-Vallon est situé tout près de Toulon, sur une commune qui s'appelle Olioul, ça a son importance, quand le maire Front National, Jean-Marie Le Chevalier, prend la mairie. À ce moment-là, j'avais donc 22 ans de moins. En réunion de travail, j'ai dit, si on accepte l'argent du Front National, je pars de Château-Vallon. Je me rappelle très bien le lendemain de l'élection, c'est-à-dire l'argent de la mairie. Peut-être je penserai différemment maintenant. 1996, ça a son importance par rapport à ce que je vais dire. 1996, c'est l'année où le Front National a son premier site, a un premier site internet. C'est le premier parti en France, je crois, qui a un site internet. En 1996. Alors, que retenir de ces années-là? Parce que 1995, le Front National arrive à la mairie de Toulon. 1998, Château-Vallon ferme. Dès le départ, déjà, Angelin Preljocage, qui était en résidence à Château-Vallon, part vers Aix-en-Provence. Il y est toujours. Et il est bien installé. Il a poursuivi son travail. Mais certains sont restés à ce moment-là. Et il y a de nombreuses réunions politiques avec des artistes, des colloques. Je me rappelle très bien Edgar Morin, j'avais travaillé sur l'utopie réaliste à ce moment-là. Et ce que j'ai retenu, tout de même, c'est qu'en 98, eh bien, il y a eu bien sûr le Front National, mais il y a eu aussi quelqu'un qui était important à cette époque, qui a été le préfet du Var, donc Jean-Charles Marcani. Donc était proche de Charles Pasqua. En fait, l'objectif à cette époque était, je ne vais pas refaire l'histoire, mais était quand même de mettre une droite forte pour contrer le Front National, mais aussi casser l'UDF local, où il y avait François Léotard, et qui avait, à l'époque, quand il était ministre de la Culture, structuré le Théâtre national de la danse et de l'image de Château-Vallon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Château-Vallon, ça a été un projet utopique qui est parti, parce que j'avais fait les 30 ans donc des années 60, pardonnez-moi, 65 exactement. Communauté, Gérard Paquet, Monsieur Comatis, l'architecte, et petit à petit un formidable festival de jazz dont on peut retrouver des images à l'INA, un festival de jazz extraordinaire dans les années 70. Puis moi, je suis arrivé au moment de la danse contemporaine. Et quand j'ai vu le film de Pina Bausch, La plainte de l'impératrice, j'ai décidé de filmer la danse contemporaine. Voilà, c'était aussi simple que ça. Je ne suis pas danseur, plutôt musicien, mais ça s'est passé exactement comme ça. Il y avait 2 films à ce moment-là, où j'étais jeune, et qui était La plainte de l'impératrice, c'est, je crois, Rédom et la régente des Kreuls de Galota. Je peux faire des erreurs, pardonnez-moi, mais mes souvenirs sont bons. Et puis, voilà. Mais ce qui a été important aussi, c'est que Château-Vallon fut mon berceau intellectuel. C'est pas tant l'université m'a aidé ensuite, mais je suis arrivé très tard à l'université, et pour cause, pour ces raisons-là. Mais Château-Vallon fut mon berceau intellectuel, c'est là où je croise, où je travaille avec Isabelle Stenger, Lia Prigogine, mais aussi ce qui était dans ce qu'on appelait le théâtre de la science, donc d'une inspiration un peu de la Tour, enfin peu importe, du Parlement des choses. C'était très intéressant. Il y avait aussi Gilles Clément pour le théâtre de la nature. Et tout cela fut balayé, je veux dire, j'ai pu arrêter en 98. Et ce que je retiens tout de même, c'est, parce qu'on parle souvent des combats, des luttes,
Mais quand on les vit, les luttes, il y a des personnes qui perdent leur emploi. Et la première chose qu'a fait le Front National quand il est arrivé à la mairie de Toulon, c'est de couper les moyens à des associations, à tous ceux qui étaient dans des situations de précarité. Hein. Je veux dire, quand j'entends le discours social du Front National, c'est un leurre, quoi, c'est un scandale. Je veux dire, quand le Front National est arrivé à Toulon, c'est la misère qui s'est installée dans le centre-ville. Je veux dire, le tissu associatif a disparu. Alors bon, ceux qui pouvaient tenir parce qu'ils avaient des connaissances au département, il y a eu des soutiens, mais pas tant que ça. Sincèrement, il n'y a pas eu énormément de soutien localement. Petit à petit, il y a la peur qui s'installe, il y a la précarité. Et j'ai vécu 2 grandes crises professionnelles. Celle-là et une à l'Université de Toulon, je ne vais pas en parler, mais liée à des Chinois, enfin, une histoire de validation d'études supérieures. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la peur, quand moi j'ai été interrogé par les commissions, pourquoi ces choses-là sont passées, la peur fait faire beaucoup de choses, quoi. Fait dire beaucoup de choses à certains moments, et certains ont eu peur, et c'est vrai. Certains sont partis aussi, comme Angelin Preljocage, et peu sont restés en fait, parce qu'à un moment donné, on arrête tout, quoi. Donc Gérard Paquet est parti en 1998, et moi j'ai eu la chance de croiser des universitaires qui m'ont soutenu, dont Daniel Bougnou, qui est un philosophe de Toulon, mais qui travaillait avec Régis Debray. Je les croise tous les deux à Marseille, et c'est à partir de ce moment-là que je m'inscris dans ce champ de l'information et de la communication. Alors, pourquoi j'ai eu cette longue introduction, c'est qu'évidemment, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire? Parce que j'ai une impression, je vais vous dire laquelle, c'est que par moments, les choses se répètent, et on le sait très bien, c'était de la psychanalyse, mais les choses se répètent, c'est-à-dire 1995, j'ai assisté à des débats, j'ai participé, je les ai vus, je les ai filmés. 2002, même chose, vous voyez. Et on arrive en 2017, et le Front National fait presque 7,7 millions de voix au premier tour. Donc je me suis, à un moment donné, je me suis posé la question, d'une certaine manière, qu'est-ce qui est constant et qu'est-ce qui a changé par rapport à cette époque-là? Ce qui est constant pour moi, c'est ce que j'ai lu et très bien décrit dans un petit livre que je vous conseille parce qu'il coûte 3 € et qui s'appelle « Reconnaître le fascisme ». C'est une conférence prononcée par Umberto Eco qui vient d'être publiée, je crois, chez Grasset. Et moi je l'ai proposé à des enfants, enfin des jeunes étudiants, enfin des personnes qui peuvent lire, parce qu'à un moment donné, quand on dit c'est fasciste, c'est pas si simple que ça, quoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot-là? Je veux dire, pour des plus jeunes, moi je suis donc à l'université pour des étudiants aujourd'hui. Et que font les étudiants aujourd'hui? Souvent, ils sont sur cet ordinateur, on le sait très bien. Alors on ne parle pas, je ne dis pas que c'est à cause de l'informatique ou à cause de réseaux, mais tout de même, quand Obama, après l'élection, dit « Ah, ben ça alors, oui, les réseaux ont eu un rôle ». Oui, évidemment, je veux dire, Trump, on sait ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que c'est la faute. Moi, ce n'est pas tant la technique, c'est l'idéologie technique qui m'ennuie. Ce n'est pas la technique. Hein. Eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? À ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle la fachosphère. Mais naturellement, je n'y vais pas. Je n'ai pas fait d'études par rapport à ça, mais je voulais en parler. J'ai commencé à regarder. Je commençais à regarder certaines vidéos d'Alain Soral. Hein, j'ai commencé à... Et puis, petit à petit, je n'ai pas trop envie, quoi, de passer mon temps. Et pourtant, j'ai trouvé quand même des éléments de réponse. Ce qui a changé, je crois, à ce niveau-là, beaucoup de choses ont changé, mais ce que l'on retrouve dans les communautés, au niveau des réseaux numériques, ce que l'on retrouve aussi d'une certaine manière en termes de pensée, c'est aujourd'hui que tous les points de vue se valent. Or, tous les points de vue ne se valent pas, quoi. Tous les points de vue ne se valent pas, quoi. Et à un moment donné, les plus jeunes, pour les plus jeunes qui sont dans ces situations-là, pour eux, à un moment donné, tous les points de vue se valent. Et ça, cette horizontalité, je veux dire, percute d'une certaine manière de plein fouet tout ce que l'on peut dire, tout ce que l'on peut réfléchir, tout ce que l'on peut penser.
Parce qu'à un moment donné, un texte que l'on va écrire, que l'on va publier, et un autre qui va être écrit, pour un plus jeune, c'est-à-dire là je parle de ma pratique, celle d'enseignant, tout simplement, ben pour un plus jeune, il va se trouver face à ces deux textes-là. Et il va nous dire, mais pourquoi ce que je dis moi est plus vrai que l'autre, ce qu'il écrit à côté, vous comprenez? Autre signifiant clé par rapport au texte d'Umberto Eco, c'est le mot syncrétisme. Alors, syncrétisme, je ne suis pas non plus expert, mais ça m'a intéressé, j'ai cherché, j'ai creusé. C'est un petit peu quand les religions s'associent, mais on parle, bon, je ne vais pas aller sur ce terrain-là que je ne connais pas, mais toujours est-il, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est quand, à un moment donné, j'ai bien écouté, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi, à un moment donné, le discours des Le Pen, ça attrape tout, quoi. Et pourquoi les personnes ne réagissent pas? En fait, c'est assez simple quand on y pense. Quand ça attrape tout, il n'y a pas de contradiction possible. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et ça je parle par rapport à l'université aussi, parce que c'est vrai que je mélange un peu les deux, mais il y a des choses que je vis au niveau des réseaux sociaux et qui me font réfléchir sur la situation actuelle. Je veux dire, pourquoi je dis ça? Parce qu'un des enjeux aujourd'hui à l'université, c'est l'esprit critique, tout simplement. C'est tout simplement l'esprit critique. On parle de l'université, j'ai bien écouté mes collègues, et je partage ce qui a été dit. Mais là où je suis, c'est tout simplement l'esprit critique, mais qu'il soit au niveau des enseignants-chercheurs ou au niveau de ce que l'on transmet pour les étudiants. Je me rappelle très bien, en 2008, pour moi c'est une date clé, 2008, il y a la crise financière, mais il y a aussi ce que j'avais entendu à la Mutualité, et j'avais entendu Jacques-Alain Miller, alors attendez, là c'est peut-être pas la phrase exacte, encore une fois, mais toujours est-il, ce que j'ai à l'esprit, ce qui était dit, c'est que la psychanalyse devait sortir un peu, les psychanalystes sortaient de leur cabinet, et j'avais des doutes par rapport à ça. Sincèrement, ça me questionnait. Même aujourd'hui, je me suis dit, mais en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, ça a été des paroles qui m'ont engagé, je veux dire, dans ce que j'ai pu faire de façon concrète. Et là, j'en viens un peu aux réponses, parce que je n'ai pas du tout suivi ce que j'ai dit, mais bon, aux réponses que j'ai... C'est-à-dire que ce que j'ai vécu dans les années 90, ce que j'ai ressenti, c'est que par moments, il y a un abandon de certaines positions. On répète des réunions, on répète un engagement, mais l'engagement, pour moi, doit être constant. Parce que le fascisme le primitif, tel que Eco en parle, est éternel, quoi. Alors par moments, mais c'est quand même quelque chose, quand on y réfléchit, qui est là, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on entend par exemple quelqu'un qui s'appelle Peter Thiel, qui travaille sur le libertarisme, qui vient de la Silicon Valley, qui a soutenu Donald Trump, qu'est-ce que c'est le libertarisme? C'est qu'à un moment donné, on se coupe de tout politique. C'est-à-dire qu'on va vers une sorte d'individualisme, où on va dire, eh bien voilà, un peu comme moi, oui, tu arrives, bienvenue dans notre monde, je te donne ton ordinateur et puis tu te débrouilles, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça, un peu l'enjeu, c'est-à-dire on se coupe de certains cadres. Alors, tout le XXe siècle a fait que les cadres symboliques, pour multiples raisons, c'est pas l'objet, sont devenus de plus en plus précaires. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et évidemment, il y a d'autres dispositifs techniques qui se sont mis en place pour essayer de réguler. Parce qu'à un moment donné, et la question, c'est aussi la question de la régulation. Tout ce que l'on voit dans les discours autour de la finance, ou je ne sais quoi, ce sont des questions par rapport à la régulation. Si à un moment donné, on laisse uniquement la place à ces dispositifs-là de réguler, eh bien, il y a un problème. Et c'est vrai que 2008, à ce moment-là, on voit par rapport à des logiques quantitatives de réification, on voit ce qui se met en place, les personnes réagissent, des meetings apparaissent, par rapport aux logiques d'évaluation. Moi, je soutiens cela, je participe à ces meetings-là. Qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau de l'université? Je ne sais pas. 10 ans après, ces logiques d'évaluation sont en place, dans un silence assez assourdissant. Donc, c'est vrai que voilà, je ne vais pas être plus long parce que j'ai l'impression d'improviser, mais il
Alors mes réponses, parce qu'elles sont pas... Alors, je vais les donner, parce que sinon je dis les réponses. Tout simplement, quand Jacques-Alain Miller a dit, voilà, parce que ça me posait question, il faut aller au contact, il faut sortir, je ne sais plus ce qu'il a dit, eh bien, je me suis dit, je vais tenter le truc. Je suis allé au CNRS, j'ai été détaché pendant 2 ans au CNRS, donc je ne suis pas chercheur, enseignant-chercheur, chercheur associé au CNRS, et j'ai voulu défendre la place de la psychanalyse. Voilà. Dans une revue importante du CNRS, mais pas que la place de la psychanalyse, on a fait un numéro qui s'appelle « L'autre n'est pas une donnée ». Ensuite, j'ai essayé de me dire qu'il y avait des enjeux au niveau des écoles d'art. Voilà, parce que je n'ai pas parlé des écoles d'art, mais si je suis ici, comme j'ai été à Château-Vallon, c'est revenu. Et on a fait un numéro qui s'appelle « L'artiste, un chercheur pas comme les autres ». Parce que le rapport au savoir pour un artiste n'est pas celui d'un chercheur à l'université. Et donc en réaction, disons, aux logiques de Bologne, mais c'est un autre sujet. À l'université, j'ai créé des diplômes avec quelqu'un qui malheureusement est parti d'ici, de Marseille, hein, qui a dirigé l'École nationale supérieure de danse de Marseille, qui est Jean-Christophe Paré, qui maintenant dirige le département conservatoire de Paris. Donc c'est toujours la danse qui circule. Et pourquoi j'avais créé ce diplôme? Parce qu'à un moment donné, je m'étais dit, ces étudiants qui travaillent dans les environnements numériques, je veux dire la question de la limite du rapport au corps dans un espace n'est pas au niveau du virtuel. Déjà, il y a une question par rapport au réel, mais eh bien, ils vont rencontrer des danseurs qui ont un rapport au corps et à l'espace différent. Et il est vrai que ces événements de Château-Vallon, je me rappelle très bien, il me semble que c'est Maggie Marin qui a fermé Château-Vallon, peut-être m'ont donné aussi cette énergie, mais de ne pas m'arrêter, ne jamais m'arrêter. Moi, je remercie le professeur Castanet de m'avoir invité, Marie-Claude Pesseron, mais qui me connaît depuis longtemps. Je pense que c'est en agissant, mais pas en agissant de façon épisodique, c'est par des actes. Et le prochain acte, moi, je vais voter Emmanuel Macron. Et j'en appelle à voter Emmanuel Macron. Voilà, je vais arrêter là, je vous remercie.